pourquoi revenir encore et encore à Montaigne et au chapitre des essais qui s'intitule, comme vous le savez, des cannibales? Parce que tout semble avoir été dit et écrit sur ce texte présent qui est dans l'édition de 1580, les sources, le contexte, l'interprétation. Alors je rappellerai qu'il a été écrit vraisemblablement en 1579, donc juste une année avant sa parution, qu'il n'a pas été retouché par Montaigne, qui était pourtant un obsessionnel du texte et de la retouche dans les éditions ultérieures, en particulier dans ce qui s'appelle l'exemplaire de Bordeaux, qui est en fait son carnet de route, dans lequel il modifiait sans arrêt les textes des essais, puisque Montaigne revenait jusqu'à la fin de sa vie sans cesse sur les écrits antérieurs. Alors, on a souvent tendance à mettre en rapport ce texte des cannibales avec un autre chapitre des essais qui s'appelle « Des coches », ce qui veut dire en français ancien « des voitures », ce qui n'a rien à voir avec le sujet d'ailleurs, puisque cela traite du Mexique, comme son nom ne l'indique pas. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je trouve que ce rapprochement, qui est un rapprochement classique entre le sujet des cannibales et le sujet du Mexique, est un rapprochement qui fausse beaucoup l'interprétation et la lecture qu'on peut avoir du chapitre des cannibales. Alors, en 98, à la suggestion de Paolo Erconoff pour la Biennale de 98, j'avais travaillé sur ce texte, sur les trois champs symboliques en particulier de ce texte, et je dois dire que c'est avec plaisir que j'y reviens aujourd'hui, parce que les organisateurs, effectivement, m'en ont fourni, et je les en remercie, l'occasion. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'on s'aperçoit qu'en vivant avec ce texte depuis des années et des années, on y trouve toujours un certain nombre de choses, et ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Alors, je regarderai d'abord des questions de méthode, parce que je crois que méthode d'élaboration du texte, parce que la question de méthode est très très importante dans le texte de Montaigne. Et ensuite, en revenant sur un thème qui a déjà été abordé hier, qui est le thème de la vengeance, qui est le mot qui revient sans arrêt, et ça m'a encore frappé à la nouvelle lecture que j'ai faite de Montaigne dans ce texte, qui me paraît d'ailleurs beaucoup plus riche comme thème que le thème du bon sauvage. On a tendance, vous savez, toujours à dire ce texte est une des premières manifestations du fameux thème du bon sauvage, qui est, je crois, quelque chose qui ne livre plus aujourd'hui autant de secrets qu'il a pu en livrer dans le passé. Alors, sur la méthode, c'est ce que j'appellerais la curiosité. Vous savez que Montaigne est quelqu'un de très curieux. Il disait « La curiosité, cette passion avide et gourmande de nouvelles ». C'est un des moteurs de la découverte et un des moteurs de son écriture. Les essais, c'est en fait en permanence quelque chose sur la curiosité. Et c'est le fondement, bien entendu, aussi de toute cette littérature de voyage qui prend son essor au XVIe siècle en Europe, à partir de ce que l'historien et jésuite, un peu trop oublié, y compris en France aujourd'hui, Michel de Certeau, a appelé le vertige de curiosité. Elle se trouve liée à la fois à la production des textes à travers l'image du voyageur curieux et à leur réception, puisque les lecteurs et ceux qui écrivaient étaient souvent les mêmes, à travers celui du lecteur curieux. Montaigne appartient lui-même à ces deux champs, donc il est à la fois voyageur et lecteur. Le voyage, comme vous le savez, au XVIe siècle, est aussi un art de vivre et une philosophie. Et Montaigne avouait qu'il aurait volontiers passé sa vie, je le cite, « le cul sur la selle », c'est-à-dire à cheval tout le temps. Il a d'ailleurs fait en France, en Allemagne et en Italie, dans des voyages assez longs. Alors, comme vous le savez, les témoins innocents, les regards spontanés, les curiosités des intéressés, ça n'existe pas. Il est donc intéressant de se pencher, une fois de plus, sur les sources de la réflexion de Montaigne. Alors, Montaigne avoue deux sources. Il parle, dans son texte, d'un domestique, français sans doute, mais on n'en sait rien de plus, ayant séjourné 10 ou 12 ans au Brésil, et dont le témoignage lui paraît fiable parce que l'homme est, je cite, « simple et grossier ». Alors c'est ce simple et grossier qu'il faut s'arrêter. Il y voit en effet, je le cite de nouveau, une condition propre à rendre véritable témoignage, car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent. C'est-à-dire, en français d'aujourd'hui, ils les commentent.
Au-delà d'ironie du propos, on ne peut manquer d'y voir une préfiguration de beaucoup d'attendus méthodologiques, de nombre de recherches de terrain. Qu'est-ce que le témoignage en sciences sociales ? Un chercheur français, Georges Guy-Lescuré, a fait d'ailleurs de ces phrases une analyse très percutante dans un article paru il y a 5 ans dans la revue L'Homme. Le deuxième champ est celui de la rencontre de Montaigne à Rouen avec 3 Indiens Tupinamba. Cette rencontre aurait pu se situer, sans doute, d'après Franck Lestringant, un grand spécialiste des sources françaises du texte, en mois de novembre 1562, après la reprise de la ville par le roi Charles IX au cours de la première guerre de religion. Je rappelle ces détails historiques parce que Montaigne, bien entendu, écrit son texte en plein dans les guerres de religion. On sait que ça joue un grand rôle dans le texte lui-même. Dès 1550, Rouen, d'après plusieurs sources, semble avoir, entre guillemets, importé des Indiens. Le 1er octobre 1550, l'entrée d'Henri II à Rouen, qui est donc le prédécesseur de Charles IX, pour lequel on chercha de surprenantes et nouvelles inventions, présentait une fête brésilienne célébrée sur les bords de la Seine. 50 Brésiliens Tupinamba, entièrement nus et se livrant pour certains à des jeux badins, c'est un texte de l'époque qui le dit, amenés par les navigateurs rouennais auxquels on avait joint des marins ayant séjourné au Brésil. On avait joint des marins parce qu'il n'y avait sans doute pas assez d'Indiens, présentèrent des scènes de la vie familiale et guerrière des Indiens.